Okay, I will open this latest session and I will speak. Je m'en vais parler les deux langues. Ma première question s'adresse à vous tous. D'abord, d'entrée, nous allons amorcer la conversation. L'Afrique fait face à l'inflation. Il y a des niveaux très élevés, 7,6% d'inflation en Afrique de l'Ouest en juillet et 34% au Ghana. En tant que pour ce qui est des changements, pour ce qui est des pays en développement, quel changement mondial économique en termes de gouvernance pour soutenir les économies et les fondamentaux macroéconomiques? Eh bien, merci. En quelques mots, nous avons été créés en 1945. Nous avons connu un monde différent. Nous avons vécu, après la Deuxième Guerre mondiale, une trajectoire de croissance caractérisée par plusieurs progrès, mais avec deux problèmes. Premier problème, c'est le climat. Et nous n'avons pas de trajectoire de croissance qui prend en compte la planète. Et donc nous vivons dans une situation d'urgence. Deuxième problème, nous avons dédié la plupart d'innovations, propriété intellectuelle, les développements à l'accumulation de la richesse. Nous avons 1% des personnes les plus riches au monde qui ont accès à la richesse. C'est là le problème. Et donc, tout cela est entremêlé. Bretton Woods, qui est pertinent, doit trouver les voies et moyens pour financer la transition climatique dont nous parlons, que nous ne parlons pas de 100 milliards que nous avons sur la table lorsque nous avons des réunions de COP, etc. Nous parlons des trillions, énormément d'argent, sommes trébuchantes. Afin de faire face à cette urgence, nous devons opérer un changement systémique. En Afrique, ce changement systémique, c'est d'avoir des crédits carbone, parce que nous n'avons pas contribué à l'émission. Et les autres auront à faire face à cette dette carbone. Comment traduire le crédit carbone à des instruments qui va résoudre nos problèmes, notamment nos questions de dette souveraine. Et l'autre, l'inflation dont vous avez parlé, pour ce qui est des chocs exogènes et qui nous font reculer à chaque fois que nous marquons des progrès. Et donc, c'est ce qui requiert de nouvelles formes de gouvernance mondiale. On doit aller de la situation actuelle. Les pays africains, en tout cas les pays de la BCEAO, font face à des difficultés extrêmement fortes. Bien sûr, on a parlé de l'inflation, autour de plus de 7% dans la BCEAO. Nos pays font face aujourd'hui à un coût élevé des produits énergétiques. Les prix des produits alimentaires ont fortement augmenté. Donc la facture d'importation de ces produits-là a fortement augmenté. Beaucoup de pays sont obligés de subventionner massivement pour éviter des répercussions sur les populations à faible revenu. En plus, les difficultés qui ont été causées au niveau des pays développés et qui ont mené au resserrement des marchés, des conditions sur les marchés, font que le coût de la dette, le yield, comme on appelle, a fortement augmenté, ce qui pèse sur la dette des pays en développement, des pays africains, en tout cas des pays de la BCE. Mais pire, c'est que les pays qui avaient l'habitude d'aller sur le marché pour mobiliser des ressources pour financer leur programme de développement, aujourd'hui, ne peuvent pas, parce que c'est quasiment impossible. Au niveau des pays de la BCEAO, 2021, 2020, 2019, les pays allaient régulièrement sur le marché, mais 2022, zéro. 2023, il y aura zéro. Tout ça, ça coûte énormément. Donc, comment faire pour que les pays puissent passer
de cette situation difficile. Il faut que les organisations internationales, Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale, MIGA et autres, adaptent leurs instruments pour justement venir soutenir les pays qui font face à une période très difficile. Je crois que lorsque le secrétaire d'État américain a parlé, il y avait cette question qui était derrière. Il faut que les facilités qui sont au niveau du Fonds monétaire, la facilité de résilience, les ressources de la Banque mondiale, la SFI qui doit être beaucoup plus dynamique envers le secteur privé, MIGA, adaptent leurs instruments parce que nos pays en ont fortement besoin. Mais mieux, lorsqu'il y a eu la difficulté du Covid, on a fait une allocation de DTS pour l'ensemble des pays en développement. Les pays africains ont reçu, au niveau des pays de la BCE, on a reçu à peu près 2,3 milliards de dollars. Mais on a tous dit que c'était largement insuffisant. Mais bien sûr, comme nous n'avons pas la décision, on a été seulement preneur de ce qui a été décidé. Mais on s'était même mis d'accord, en tout cas sur le principe, qu'il y aurait eu à peu près une centaine de milliards qui seraient venus pour renforcer le fonds de résilience et qui viendraient aider les banques de développement de la région à financer, à faire des prêts aux pays au secteur privé. Jusqu'à présent, cette facilité n'est pas mise en œuvre. Donc là, il y a besoin d'avoir des changements pour que ces questions-là soient réglées de manière concrète, de manière spécifique. Il y a la question du climat. Je suis totalement d'accord avec mon ami Carlos. On nous demande de prendre des mesures, de faire des efforts pour quelque chose qu'on n'a pas créé. Le montant sur lequel on s'est mis d'accord il y a à peu près 2 semaines à Sharm el-Sheikh, qui c'est vraiment infiniment, pour moi c'est très marginal, c'est très faible, mais encore, il faudrait qu'on soit sûr que concrètement on va mobiliser. Donc je pense que effectivement, il y a vraiment un certain nombre de réformes majeures qui doivent être faites, et ça je pense que c'est en grande partie lié à la voix que nous avons dans ces institutions. C'est parce que nous n'avons pas vraiment les voix suffisamment fortes. Quand je dis fortes, c'est vraiment en termes de capacité de pouvoir diriger, mobiliser, avancer dans les décisions, que cette situation se passe. Alors, la situation est vraiment difficile pour, en tout cas, les pays. Et il est important que vraiment il y ait des actions très fortes, mais concrètes, qui soient rapides, qui permettent vraiment au pays de sortir de cette situation difficile. Merci. Thank you very much for that. Merci beaucoup pour cette question. Et pour vous donner l'information actualisée, le taux d'inflation au Ghana, c'est 40% maintenant. Depuis, vous avez votre chiffre, hein, ça a connu une augmentation. Alors, vous savez, pour continuer juste là où mon collègue vient de conclure, je crois que il faut que nous puissions mettre les choses en perspective. Hein. Nous allons voir les pays qui ont fait des choses appropriées en ayant accès aux capitaux internationaux, en mettant en place le financement public et également la gestion de politiques monétaires avec des cadres qui sont forts, ouverture des marchés et essayer également d'avoir une intégration dans le marché des capitaux mondial. Le Ghana est l'un des premiers pays à avoir accès au marché de capitaux en 2007, quand nous avons eu des problèmes des obligations souveraines. Nous sommes très intégrés dans le marché mondial. Alors, nous avons commencé par avoir les chocs avec la pandémie. Après la pandémie, nous nous trouvons dans une situation où nous avons l'augmentation de nos vulnérabilités. La dette fiscale a connu une augmentation, l'inflation a augmenté, les politiques essaient tant bien que mal de s'adapter juste pour réduire le taux directeur, pour protéger la croissance et protéger les vies humaines. Et tout à coup, nous nous trouvons dans une situation où, au moment où votre situation fiscale a connu une mauvaise détérioration, vous avez la notation de crédit qui a été réduite. Nous avons le choc de la guerre Ukraine-Russie et nous avons également les banques centrales avec
les politiques macroéconomiques, y compris les fonds, les Fed. Alors, quand cela se passe ainsi, vous êtes ceux qui reçoivent, vous avez des effets de ces politiques resserrées, vous avez votre capitaux qui se rétrécissent, vous avez la dépréciation de votre monnaie, et je crois que de plus en plus, ce qui augmente votre vulnérabilité, vous vous trouvez dans une situation où vous trouvez exposé, la charge de la dette devient problématique, nous avons l'inflation très élevée, et vous rentrez dans une période de crise. Quand vous vous retrouvez dans une situation, où allez-vous? Alors, comme d'habitude, nous sommes allés à Washington, nous attendons avoir l'assistance de ces institutions financières internationales. Mais ces dons, ces institutions ne sont pas configurées pour répondre aux besoins de liquidité dont on a besoin. Le cas du Ghana, par exemple, nous étions allés en juin au niveau du FMI. Nous discutons toujours pour voir comment conclure un accord avec le fonds. Mais chaque jour, vous voyez qu'il y a une dépréciation de la monnaie, l'inflation connaît une augmentation, il y a des capitaux qui se retirent du pays. Donc, comment est-ce que ces institutions doivent être plus agiles et répondre au mieux aux besoins des pays africains? Je crois que c'est là où nous nous trouvons actuellement. La question de la gouvernance au niveau du FMI, au niveau du droit de vote et de représentation. Et il y a des questions liées, si oui ou non, il y a des dispositions financières régionales s'ils peuvent venir au secours et nous aider dans de telles situations. Même dans le cas des pays qui font face à de telles crises en termes de la dette, cela au niveau international, nous avons des cadres pour pouvoir aborder ces questions de la dette. Je suis sûr que les collègues de la Zambie vont vous dire le temps qu'il leur a pris dans le cadre du cadre commun pour régler les problèmes de la dette de leur pays. Actuellement, nous faisons face également à des défis similaires. Nous ne sommes pas intéressés réellement à utiliser le cadre commun pour régler les défis auxquels nous sommes confrontés. Et oui, je peux dire qu'il y a lieu que nous puissions procéder à des changements au niveau international. J'ai entendu les G20 ne sont pas là, c'est là où les discussions majeures se font. Au G20, la stabilité financière, les pays africains ne sont pas représentés lors de ces foires. Donc vous voyez, je crois que les efforts, c'est de faire des réformes de ces institutions à Washington, le FMI et la Banque mondiale, et qu'ils soient plus prêts à réagir pour améliorer les ressources qui sont disponibles là, pour être en mesure de soutenir les pays tels que les nôtres. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse si détaillée. Docteur Addison, allez-y. Je suis d'accord avec ce que les collègues ont dit. Je ne pense pas que j'ai beaucoup à ajouter en termes de ce que nous avons comme attente au niveau de la gouvernance des institutions internationales, particulièrement quand nous parlons des institutions internationales. Nous parlons ici les institutions de Bretton Woods. Mais la question qui se pose est celle-ci. Pensons-nous voir le changement s'opérer? Nous avons beaucoup discuté, beaucoup parlé sur cette question de changement du système de quotas. Où en sommes-nous aujourd'hui? Carlos l'a dit. Donc, ces institutions ont été mises en place il y a plus de 70 ans, vous voyez, et l'ordre mondial a changé complètement à ce que nous avons actuellement. Mais ces institutions ne sont pas prêtes à changer les quotas de ces institutions. Par conséquent, il y a les voies qui sont là, qui déterminent ce qui se passe sur le plan international, qui sont les mêmes. Deuxième exemple, en ce qui concerne le FMI, ceux qui ont besoin de FMI, c'est ceux qui bénéficient, qui ont la part de Lyon. Donc, nous devons demander à ce qu'on puisse nous aider à faire face à nos défis. Aujourd'hui, ils ont pu définir la facilité de fonds communs de résilience et avec l'augmentation. Mais nous avons apprécié les efforts qui ont été consentis depuis
que la pandémie de Covid a commencé, mais ce ne sont pas des solutions durables. Peut-être étant assis ici en tant qu'Africains, au lieu de peut-être défier l'ordre mondial, pourquoi ne pas nous défier nous-mêmes en tant qu'Africains? Que pouvons-nous mieux faire en tant qu'Africains pour réduire nos problèmes? Et là, quand vous voyez les ressources que nous allons emprunter de l'extérieur, une grande partie vient du continent africain. Nous investissons ces ressources à 1%, à 0, quelque chose pour cent. Et nous allons prêter cela à 7, 6%, à 8% des fois, avec assez de restrictions. Alors, comment est-ce que nous pouvons mettre en place des mécanismes, des canaux africains qui peuvent nous aider à traiter, à faire face à nos défis? Aujourd'hui, mon collègue a fait part de son expérience au Ghana. Qui fait ces notations? C'est les institutions mondiales également qui font les notations. En tant qu'Afrique, ils voient le continent comme étant un continent risqué. Le risque est toujours élevé et tout ce qui se passe a une petite ampleur, comme le Ghana, le Ghana complètement coupé du marché international. Alors, pendant que nous essayons de pouvoir mettre la pression sur l'ordre international, l'ordre mondial, je crois que c'est un peu malheureux de ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Et c'est ça ce qui est essentiel à mon sens. Merci. Jamais, il faudrait que nous puissions nous défier nous-mêmes en tant qu'Africains. J'ai vraiment apprécié cela. Je crois que c'est le point de départ pour nous. Merci pour ces paroles-là. Alors, votre avis maintenant, allez-y. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce panel-là. C'est bon d'être le dernier, c'est juste dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit avant moi. Alors, mais je vais ajouter quelques aspects à ce qui a été soulevé déjà. Je crois que l'un des points en tant que pays africain, c'est un problème d'infrastructure. Cela a toujours constitué un défi pour nous. Comme mon collègue du Ghana l'a dit, l'une des raisons pour laquelle nous allons sur le marché international, c'est de lever des fonds pour pouvoir construire nos infrastructures. Mais pendant que nous sommes en train de faire dans ce processus, il y a eu des changements. Il y a le prix des produits de base qui a changé, ce choc. C'est depuis 2015, la fin de la période des prix des produits de base des matières premières a connu une réduction. Mais du moins, ça, avec ce que John également a dit, pendant combien de temps devons-nous continuer à être des pays qui produisent les matières premières, ayant le privilège ou bien ayant participé à certaines de ces négociations au niveau international pour le lever de fonds, comme au niveau de AIDA, nous sentons l'humilité quand nous allons demander l'argent pour nos pays. Vous voyez un petit pays qui en train de démontrer leur force au nom de la solidarité pour pouvoir mettre dans la cagnotte ce qu'ils peuvent. Et mais quand nous nous regardons nous-mêmes, nous avons assez de ressources. C'est une chose qui est un fait, c'est une réalité. Mais comment est-ce que nous utilisons ces ressources-là? Comment bénéficions-nous de ces ressources-là? Donc, je crois que c'est un domaine à examiner de manière très sérieuse. Et récemment, nous avons également eu des défis lors de la pandémie de Covid-19. Pendant la Covid, on avait de l'argent grâce à Afreximbank. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas pu avoir accès au vaccin. Vous voyez? Alors, ceci également nous fait voir clairement qu'il est grand temps qu'une convention par nous voir sous une autre perspective. Et dans le cas du Zambie, mon collègue vient de le dire, nous sommes l'un des 3 pays africains qui sont en train de demander l'appui au niveau du G20, au niveau du cadre du G20. Les 2 autres pays sont l'Éthiopie et le Tchad. Nous sommes les 3 pays, mais il y a d'autres pays également qui sont sur la liste d'attente pour avoir cette opportunité. Nous avons commencé avec le DSSRS, c'est le service, l'initiative des services de la dette. Alors,
ceci est parvenu à terme en décembre 2021, mais nous avons de la chance de ce qu'en décembre, nous avons pu signer un accord pour qui est un prérequis pour avoir l'appui du FMI. Ça traîne. Pourquoi ça traîne aujourd'hui? La guerre Russie-Ukraine a commencé, les prévisions sur nous avaient changé. Ainsi, mais comme mes collègues viennent de le dire, ces institutions sont en mesure de changer les règles. Si cela rentre dans leur intérêt, ils peuvent changer les règles. Nous avons vu cela. Nous savons que nous sommes en train de faire des efforts pour que les autres puissent quand même sortir la tête des eaux. Mais nous faisons partie de ce processus également. Il faudrait que nous puissions nous regarder nous-mêmes. Et là, il a fallu près de 8 mois, je crois 8 mois, pour que nous puissions arriver au niveau de SIF, où nous avons réussi à parvenir à ce niveau en août de cette année. Mais l'étape suivante, c'est ça, comment passer à la restructuration de notre dette. Encore une fois, cela traîne. Mais la pression auquel nous sommes confrontés, nous avons les mêmes pressions. La question des restrictions des conditions financières, ce qui constitue des pressions supplémentaires pendant que le dollar prend de la vigueur. Le service de la dette également augmente. Et encore une fois, avec la demande faible, ce qui veut dire encore que nos matières premières que nous exportons ne peuvent pas être suffisants. Alors, nous sommes pris dans ces étaux, dans ce cycle-là de pression après pression. C'est en cela que moi je pense que ce que mon collègue vient de dire, cela est en phase parce que où est-ce que nous pouvons parvenir à un point où nous devons faire quelque chose pour nous-mêmes, Africains? Parce que nous avons les ressources, mais comment pourrons-nous bénéficier de ces ressources? C'est ça la question qui se pose. Le changement climatique, vous en avez parlé. Nous ne sommes pas les plus grands polluants, mais nous sommes les derniers à être pris en compte. On n'a pas autant de bénéfices pour ce qui est des échanges que nous avons, et cela nous aide. Mais nous avons besoin de porter la plus lourde charge. Nous avons des ressources qui sont dédiées à l'énergie. Plusieurs de nos pays ont un problème d'accès à l'énergie. C'est aussi faible que 10% dans certains pays. Mais on a le charbon et on dit de ne pas y toucher. Cependant, on parle de l'accès universel à l'énergie. Tous ces problèmes, cela nous pointe du doigt en tant que peuple. Alors des réunions comme ceci, cela nous aide à nous demander ce qu'on doit faire de manière différente pendant qu'on participe en tant qu'institution multilatérale. Il faudrait qu'on fasse entendre notre voix parce que c'est très faible. Comment est-ce qu'en dehors de ce cadre, on peut faire quelque chose qui pourrait nous aider? Nous avons une population jeune. Et il y a la pression sur la jeunesse en matière de chômage. Maintenant, à part cela, il y a des opportunités. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les opportunités et les autres réussissent à les entrevoir? C'est ce que j'ai à dire. Il y a une chose que vous avez eu à dire, mais ma question est pour vous, Dr Kalialia, le pays que vous représentez sur ce panel. Je suppose que vous êtes de la Zambie. On parle du kwacha zambien qui perd de la valeur par rapport au dollar. Il y a la même chose qui se passe avec la livre sterling. Maintenant, le naira, on est à 4,44%. Le fait, c'est que, en essayant de gérer une monnaie dans un environnement où vous avez tous des affaires, c'est comme si on se retrouvait dans un cycle. Ce qu'il faut faire, c'est tenir ferme en espérant que les choses n'empirent pas. Mais en tant que banque centrale, donnez-nous les faits, les taux qui montent avec les ECB. Est-ce que
vous avez des moyens de nous en sortir? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Je crois que c'est assez rare d'en parler. Parce que la plupart de nos pays ici, nous sommes des économies à faible échelle. Maintenant, ce qui se passe en Occident nous touche très fort. Maintenant, quand on essaie de voir la composition de l'inflation, la plupart a un rapport avec la nourriture, mais comme les collègues ont eu à le dire, les problèmes nous concernent. Et dans ce cas, quand même, on a un peu de chance. Mais cependant, on doit prendre du recul encore pour voir d'où est-ce que nous venons. Comme je l'ai dit, depuis 2015, on a beaucoup de pression. Et rappelez-vous, en 2015, moi j'étais dans mon bureau, je regardais à la télé comment est-ce que le taux de change changeait. C'était comme une jauge de vitesse dans une voiture. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Il y avait beaucoup d'inflation également. Donc on a tout fait pour contrôler cela. On a réussi à descendre cela à un chiffre unique. Maintenant, il y a eu d'autres chocs qui sont mêlés à la danse. Maintenant, l'un des problèmes pour nous, c'est un problème fiscal. C'est un problème majeur. On continue de dire dans nos déclarations qu'on fait face à plusieurs défis pour ce qui est de la fiscalité et du service de la dette. En 2020, ça a atteint 40%. Donc, c'était le point le plus élevé. Donc, on a essayé d'arrêter les flux étrangers pour essayer de gérer notre marché local. Et notre dette nationale a également accru. Maintenant, quand les choses ont changé dans notre économie, je crois qu'il y avait l'enthousiasme et la détermination que les choses vont changer. Par conséquent, nous avons vu un flux de fonds venant des étrangers. On peut parler même des élections qu'il y a eu en août. Chez nous, ça a aidé à pousser le kwacha à un niveau acceptable. Et donc, cette appréciation a un effet grandiose dont nous continuons toujours à jouir. Et aussi, notre production en agriculture était en surplus, donc on n'a pas eu besoin d'importer les denrées alimentaires dont on a besoin. Donc ces deux variables mises ensemble ont beaucoup aidé à changer la direction du kwacha. Mais il y a une pression présentement avec les conditions financières qui deviennent un peu dures. On voit un peu les investisseurs étrangers qui n'utilisent même pas leurs coupons pour investir chez nous. Donc la pression continue de croître. Alors je dis que la résolution de la dette est très importante. On peut mieux faire si premièrement il n'y a pas eu la crise russo-ukrainienne qui a encore mis plus de pression sur le carburant et les denrées alimentaires. Mais dans le voisinage, on voit également l'approvisionnement. On aurait pu faire mieux si la structuration de la dette a bougé plus rapidement que la réalité à laquelle nous faisons face. Je crois que c'est dans cette situation où nous nous retrouvons. Et également, il y a un facteur très important, c'est qu'une fois que la population a confiance et a l'information pour ce qui se passe, ça aide à répondre à leurs attentes. Pour ce qui est du cas de Rwanda, est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Je crois que pour nous, pour ce qui est de la dépréciation et du change, nous sommes là en tant que
banque centrale pour faire face aux situations difficiles comme ce dont vous parlez. On ne pense pas que tous les jours sera dimanche. On essaie d'envisager les situations difficiles et d'y pallier avec les outils de gestion appropriés. On réussit à avoir un équilibre de la monnaie. Avec la bonne gestion, vous évitez que les forces spéculatrices puissent déprécier la monnaie locale. Et s'il y a des fondamentaux économiques qui poussent, on prend en compte toutes les variables. Nous, le fait de réussir à traverser la période de Covid-19, c'est une leçon positive, mais il y a quand même des conséquences sur le court terme. Pour ce qui est du long terme, je pense quand même qu'on pourra s'en sortir. Nous traversons des périodes difficiles, mais on a les outils pour pallier la situation. Et je suis persuadé que malgré les difficultés, on n'aura pas un problème majeur en matière d'économie. Donc, pour ce qui est du Ghana, on voit beaucoup de pression sur l'échange. On voit l'inflation à 40%, la structuration de la dette. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre au Ghana? Vous savez, on a toujours une marge de manœuvre. Il y a les vulnérabilités qui sont là. Quand vous jetez un coup d'œil à l'histoire de la devise, le cedi ghanéen est relativement stable depuis les 3 dernières années. Et en 2021, durant toute l'année, on n'a pas connu des dépréciations de plus de 5%. Alors, arriver en 2022 avec un problème fiscal où on ne peut pas faire de prêts pour financer le budget, on est coupé du marché international, mais on doit continuer à avancer les importations, on doit continuer le service de la dette. C'est un grand choc à l'économie. Et pour ajouter à tout cela, la crise russo-ukrainienne, on ajoute encore à cela les pays qui décident de rendre plus stricte leur politique. C'est des chocs et des chocs et des chocs. Donc, que faire dans ce type d'environnement? Il faudrait garantir la stabilité de la monnaie. En prenant l'exemple du Ghana, c'est un cas unique parce qu'on fait face à une crise fiscale au-delà de toutes les autres difficultés que les pays voisins ou les pays africains traversent. Maintenant, si on est capable de régler ce problème fiscal, maintenant on a le budget qui essaie de stabiliser la question fiscale, on a un progrès notable en matière de la discussion de la dette. Nous espérons que une fois qu'on résout ce problème de la dette, on peut gérer le problème de fiscalité. Et ça signifie également que on donne une marge de manœuvre à nos comptes parce que avec les pressions vont se réduire. Et je crois que ça va nous donner des marges de manœuvre pour ce qui est de la gestion de la monnaie pour que ce soit plus efficace. Cependant, je pense que en tant que Ghanéens, nous avons l'espoir que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir des accords nous permettant de résoudre certains problèmes pour ce qui est de la valeur de la monnaie par rapport aux rumeurs, aux spéculations. On parle de la restructuration de la dette, vous allez perdre de l'argent, on va vous retirer vos bonds, vous devez acheter des dollars. Tout ceci, ça contribue à la dépréciation de la monnaie et également les retours d'informations pour ce qui est de la dépréciation de la monnaie pour arriver à un niveau d'inflation élevé. Donc, c'est un cycle perpétuel, un cycle vicieux pour ce qui est des spéculations et cela affecte les taux et l'inflation. Mais nous pensons qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Maintenant,
le CFA a une meilleure performance par rapport aux autres pays du continent. Mais on voit que le taux continue de monter, on voit le dollar qui continue de croître. Est-ce que vous avez des marges de manœuvre? Notre système, notre régime de change, qui est un régime fixe, nous a permis de pouvoir maintenir quand même, de contenir la hausse des prix. C'est vrai que la dépréciation du dollar, qui était de près de 15%, le CFA s'est déprécié par rapport au dollar à peu près de 15%, a donc accru la pression inflationniste à travers l'inflation importée. Mais nous avons pu contenir les prix. L'inflation en 2022 devrait se situer autour de 7 et 8%, après 3,6% l'année dernière. Nous pensons qu'avec nos instruments actuels de gestion de la liquidité, nous devrons pouvoir, s'il n'y a pas d'autres chocs imprévisibles qui arrivent, nous devrons pouvoir être en mesure de contrôler l'inflation dans le court à moyen terme. Il est important également de souligner, et je crois que ça a été évoqué, l'importance des finances publiques. Parce que l'efficacité de la politique monétaire est liée aussi, c'est un peu le binôme, ce qu'on appelle le policy mix, à l'efficacité de la politique budgétaire. C'est vrai que nous sommes dans une phase où les budgets, et ça c'est partout dans le monde, les pays en développement, les budgets sont sous forte pression, puisqu'on a parlé de la hausse des coûts de l'énergie, des produits alimentaires et beaucoup d'autres dépenses. Et donc les États ont beaucoup de pression pour faire en sorte que cette situation, cette phase difficile soit vraiment prise en compte dans le budget de manière à limiter les impacts au niveau social. Et donc, il faut qu'à moyen terme, on voit une convergence dans les budgets vers des normes de pacte de convergence qui permettent justement de rendre la politique monétaire beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un point important. Mais il y a un autre point aussi qui est important, et je crois que c'est une question plus globale. Ça rejoint un peu la première question qui avait été évoquée. Je trouve un peu anormal que nous soyons aujourd'hui en train de payer des factures d'importation élevées pour des produits alimentaires. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, j'arrive que ça, ce sont des questions que nous devons régler par des politiques sectorielles vraiment adaptées. Ce n'est pas normal. Nous avons la terre, nous avons l'eau. Même dans les zones où il ne pleut pas, il y a suffisamment de cours d'eau souterrains. Nous devons être en mesure de produire ce que nous consommons sur le plan alimentaire. Mais je vois dans la balance des paiements, dans les importations, des factures de produits alimentaires vraiment de montants importants qui impactent les devises qu'on aurait pu utiliser pour financer d'autres activités de développement. Donc je crois que là, il y a des aspects et ça, c'est un peu des choses quand même qui sont de notre ressort, que nous pouvons maîtriser en tant que pays, c'est-à-dire quand même mettre en place des politiques de production agricole qui fassent qu'on n'ait plus besoin d'importer des céréales pour nourrir la population. Je trouve que là, il y a quand même des aspects à faire. Même sur le plan énergétique, il y a des potentialités importantes qui existent qu'on devrait mettre en valeur. Et je le dis parce que ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on en parle. L'industrialisation. Nous sommes aujourd'hui le seul continent qui, dans sa balance de paiement, dans ses comptes extérieurs, exporte essentiellement des produits primaires. C'est les termes de l'échange, ça c'est historique, c'est toujours contre les produits primaires. Donc on ne peut pas se développer, en tout cas on sera toujours en besoin net par rapport à l'extérieur si on continue à exporter année après année, décennie après décennie, des produits primaires. Donc on parle de l'industrialisation, on en parle depuis des années. Je sais qu'il y a un sommet sur l'industrialisation actuellement
il y a quelques jours à Niamey, l'Union africaine. Je crois que c'est important que vraiment on mette ça, en tout cas les résolutions et les recommandations qui vont être faites, vraiment qu'on les mette en pratique pour qu'on exporte de moins en moins des produits primaires. Je crois que c'est vraiment important. Merci. Professor Lopez, I'm going to come. Professeur Lopez, sur ces questions spécifiques, je crois que l'une des premières choses dont je me rappelle que le gouvernement de la Banque centrale du Kenya a dit que la première conférence de presse après sa nomination, il a fait cette analogie entre la politique monétaire sont ce qu'elles sont, mais la politique fiscale avec l'accélérateur. Alors je crois que c'est une contradiction. Il y a beaucoup de décideurs politiques que nous avons sur le continent. Ils sont en train de souffrir, d'apathir dans ce contexte. Avec tout ce que nous avons dit, nous avons la question exogène. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou bien inévitablement il y aura une dépréciation de nos monnaies? Bien entendu, si nous avons bien suivi ce que le gouverneur a dit, il se dégage clairement que nous avons un problème de transformation structurelle de nos économies. Si nous ne passons pas l'industrialisation, la formalisation des échanges commerciaux et nous importons, nous serons pris au piège de l'interprétation de la théorie de l'avantage comparatif qui sera une manière simpliste et statique. Vous importez parce que c'est tout ce que vous avez au niveau des matières premières. Nous sommes à la période coloniale toujours, c'est ce que nous faisons à la période coloniale. Et aujourd'hui, les statistiques révèlent que 80% de nos importations sont toujours les matières premières et les combustibles fossiles sans transformation. Si nous avons cette dépendance, évidemment, nous allons dépendre d'un certain nombre de chocs externes négatifs parce que nous ne contrôlons pas le prix qui est le premier et nous importons les produits manufacturés qui ont plus de valeur en termes de prix des matières premières. Et ce qui est plus important, troisième position, nous sommes en train d'amener toute la structure économique pour pouvoir répondre aux obligations économiques. C'est ce que nous faisons. Oui, nous sommes en train de répondre aux obligations économiques. Le service de la dette, nous devons nous assurer que nous puissions avoir un système de paiement qui réponde à certains niveaux ou bien à certaines normes. Et personne ne va mentionner que, en effet, nos économies sont sous-financées. Mais il faudra que nous puissions donner quelques chiffres pour que les gens puissent puissent être choqués. Le premier, c'est que notre dette souveraine sur le continent est équivalent à la dette des Pays-Bas et de la Belgique. C'est ça. Et puis, vous examinez quel est le pourcentage de l'accès au financement du continent africain par rapport à toutes les autres économies. C'est très très faible. Ainsi, malgré tout le bruit que nous faisons de l'appui pendant la pandémie, ce que nous avons reçu du FMI, l'allocation pour la pandémie, c'était 5%. Alors, les Africains sont toujours ceux qui souffrent du fait qu'ils n'ont pas les études macroéconomiques appropriées parce qu'ils sont sous-financés. Même le niveau historique des prêts concessionnels qui ont été octroyés et dont nous parlons au cours des dernières années, c'est effectivement vrai, c'est historique, niveau historique. Mais ce qui n'a pas été dit dans ce même contexte, c'est notre PIB a presque doublé. Alors, ce niveau historique, c'est moins que ce que nous recevions. Et la même chose, quand vous dites que nous avons les ODA qui ont connu une augmentation. Oui, 50 milliards à 53 milliards, mais la population a plus que doublé et les économies ont doublé également. Alors, quel est le pourcentage de ces contributions? Nous sommes sous-financés encore une fois, et puis si nous sommes sous-financés, nous devons nous interroger nous-mêmes. C'est ce que le gouvernement Kassibo disait. Il faudrait que nous puissions nous interroger. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait à notre niveau? Et une partie, c'est que notre politique fiscale, je vais répondre maintenant à votre préoccupation, notre politique fiscale est orientée pour répondre aux obligations externes au lieu de créer un espace pour une transformation réelle de nos économies. Par exemple, combien d'exemptions offrons-nous aux entreprises qui sont bien structurées? Quelles sont les mesures que nous avons mises en place contre les flux illicites financiers
Et chaque jour sur le continent africain, il y a 246 millions de dollars qui sortent du continent par les flux illicites financiers. Chaque jour, 246 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est réellement un problème de comment est-ce que nous sommes en train de gérer cette question critique à un pays comme le Nigeria. Si vous avez 7% de pression fiscale, ça vous dit toute l'histoire, ça en dit long. Comment est-ce que vous pouvez gérer une économie et avoir de l'espace si vous avez seulement 7% de pression fiscale? Ainsi, eh bien oui, il y a beaucoup de problèmes qui sont des problèmes exogènes, qui sont provoqués de l'extérieur. Mais c'est dû à certaines choses que nous ne faisons pas nous-mêmes. Il faudrait que nous soyons plus en mesure de pouvoir être agiles pour négocier les meilleures offres pour l'Afrique, parce qu'il y a des changements que nous sommes en train d'expérimenter, mais nous ne pouvons pas rester là à dire que nous ne faisons pas les choses qu'il faut nous-mêmes. Il faut le dire. Et je crois que c'est l'équilibre que nous devons apporter dans ces discussions. Merci, M. Lopez. Alors, c'est bon d'avoir les papiers. Mon téléphone, ma batterie s'est déchargée. Donc, c'est toujours bon d'avoir les papiers imprimés, vous voyez. C'est un défi technologique. Je peux prendre votre téléphone. On continue avec les questions. La question suivante est celle-ci. Dans un contexte où l'argent mobile, ou bien le mobile money et les crypto-monnaies constituent des défis depuis le premier jour avec AD, depuis le début de notre conférence de AFIS 2022, dans un contexte où l'argent mobile et les crypto-monnaies permettent l'inclusion financière plus large et une prospérité partagée, comment est-ce que la Banque centrale et le système bancaire peuvent permettre aux fintech de connaître une émergence et combler le déficit sans étouffer le développement en respectant les règles comme BAL 3? Comment est-ce que nous pouvons déployer ces outils pour aider les Africains et les économies africaines à connaître une croissance? Vous voulez commencer? Je peux suggérer une chose. Vous avez parlé de BAL 3. Et c'est une provocation. Une petite provocation. Parce que ce que BAL 3 a fait en termes des conséquences non prévues, parce que ça a créé assez de diligence requise et pour protéger les banques commerciales et dans les pays qui sont des pays riches à cause des produits qu'ils ont créés avec leur innovation sauvage, comme les dérivatifs. Oui, le stress test, oui, tout cela a été serré. Les conséquences, c'est que les banques internationales ont quitté le continent africain et la plupart des banques commerciales ne peuvent plus répondre à leurs engagements de BAL 3. Ce n'est pas l'objectif prévu, mais c'est ça le résultat. Alors, c'est juste un point. Il faudrait que nous puissions être autour de la table, pas seulement pour les crypto-monnaies, pour les avancées technologiques, pour protéger nos intérêts. Parce que les décisions sont prises des fois au niveau international ne sont pas là. C'est seulement l'Afrique du Sud qui est au niveau du G20, ce qui est bizarre, parce que la plus grande économie que nous avons, c'est le Nigeria. Alors, mais c'est ça la situation. Qu'on sépare les choses, qu'on sépare la question des mobiles, de la monnaie électronique, des questions de cryptoactifs. Je précise cryptoactifs. La digitalisation, toutes les activités de monnaie électronique sont importantes parce qu'elles permettent d'abord une extension des services financiers, que ce soit les services d'épargne, les services de paiement, les services de transfert, à une plus grande partie de la population. Les services de monnaie électronique permettent d'avoir une réduction importante des coûts de ces activités pour les personnes à revenus faibles. Ça permet une transparence accrue, parce que ça passe à travers les réseaux électroniques, et mieux sécurisé. Donc je pense que
les banques centrales, en tout cas la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, est fortement engagée dans ce processus parce que c'est incontournable, c'est inévitable et ça participe à un des objectifs majeurs, à savoir l'inclusion financière, c'est-à-dire d'aller au-delà des banques pour toucher les personnes à revenus faibles, donc à une plus grande démocratisation de l'accès aux services financiers. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et avec les réformes que nous avons mises, qu'on a commencé à mettre au niveau de la Banque centrale, notamment avec les autorisations donc, de monnaie électronique qui se sont données soit à des banques, soit à des fintechs. Aujourd'hui, nous avons vu, puisqu'on a arrêté notre stratégie d'inclusion financière en 2016, à fin 2021, le taux d'inclusion financière est passé de 45% à 67%. Et cette augmentation est due en grande partie justement à l'ouverture qui a été faite par l'utilisation de la monnaie électronique. Donc, c'est quelque chose que nous devons poursuivre. Nous allons continuer. Nous avons, en tout cas au niveau de la Banque centrale, plusieurs projets dans ce domaine. Les questions d'interopérabilité, nous avons un bureau de connaissances suivi pour appuyer les fintechs qui peuvent venir tester des produits avant de les vulgariser. Et donc, nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, nous travaillons sur une monnaie digitale de Banque centrale, justement pour venir compléter toute la panoplie donc, de l'utilisation de la monnaie électronique dans l'espace global donc, de tout ce qui est monnaie. Une chose qu'il faut prendre en compte, je crois que souvent on ne le dit pas assez, c'est qu'au fur et à mesure qu'on élargit le champ d'application donc, de tous ces instruments, aujourd'hui monnaie électronique, nous devons nous assurer qu'il y ait une réglementation qui soit claire, précise, transparente et qui tienne compte de certains objectifs clés. Premièrement, la lutte contre la fraude et le blanchiment. Parce que justement, au fur et à mesure qu'on ouvre, il y a malheureusement des personnes mal intentionnées qui essaient d'utiliser ces canaux comme vecteurs pour le blanchiment et ainsi de suite. Donc il faut lutter contre ça. Il faut s'assurer que ces instruments sécurisent les utilisateurs, tous ceux qui les utilisent. Donc nous devons protéger, en tout cas c'est notre rôle en tant que régulateur, faire en sorte que chaque fois qu'on utilise un mécanisme de paiement, l'utilisateur est protégé dans le dispositif. On doit aussi prendre en compte, bien entendu, faire attention à tout ce qui est lié à la cybersécurité, cybercriminalité, qui sont des éléments importants. Donc, opportunité importante, il faut le développer, il faut l'encadrer par une réglementation adaptée qui prenne en compte donc, toutes ces panoplies donc, de protection des utilisateurs. Parce que ce qu'on veut, c'est justement un système financier qui soit inclusif, performant et qui joue son rôle justement de soutien donc, à l'activité économique, de financement à l'activité, permet de financer l'activité économique. Les cryptoactifs, c'est autre chose. Il s'agit, pour nous en tout cas, ce sont des cryptoactifs. Ce n'est pas de la monnaie. C'est un cryptoactif très risqué, avec une très forte volatilité. Si certains l'utilisent, c'est à leur risque et péril. Donc, en tant qu'actif financier, bon, il y a tout ce qui va avec les actifs financiers, mais ce que nous, en tout cas, ce sur quoi nous travaillons, c'est à partir du moment où ça existe dans le paysage, il faut donc une régulation qui soit, une réglementation qui soit cohérente, objective et qui prenne en compte donc l'ensemble des risques que donc le secteur de ces cryptoactifs, donc peuvent donner. Donc voilà un peu ce que je voulais indiquer en séparant bien, en faisant une distinction claire entre tout ce qui est monnaie électronique qui apporte une contribution directe au paysage, à l'ensemble du secteur financier, les cryptoactifs
qui sont, comme je l'ai dit, des actifs financiers très risqués, qui peuvent être mis en œuvre par des acteurs. Nous les encadrons, mais ce n'est pas de la monnaie. Merci. All right then. So e-money, mobile money gets a thumbs up. Crypto assets. Oui, les actifs, les crypto-actifs. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, les crypto-monnaies. Nous avions dit au public ghanéen, c'est pas légal et donc c'est pas dans nos cordes. Si vous perdez vos crypto-monnaies, c'est à vos risques et périls. Mais cela devient plus clair. Et la jeunesse est très intéressée par les crypto-monnaies. Les données que nous voyons suggèrent que on en a plus au Ghana qu'on ne le pense. En termes des chiffres qui ont été publiés. De plus en plus, nous allons voir si nous pouvons introduire des réglementations, les bitcoins, etc. Il y a tellement de publicité tout autour. Nous devons être très prudents et on ne doit pas être pris au dépourvu. Il va falloir trouver des réglementations. Ce mois, j'espère que vous avez suivi ce qui se passe aux États-Unis avec le STS, échange avec une valeur de plus de 32 milliards et au jour au lendemain, il y avait des passifs de 9 milliards et des liquidités qui étaient moins de 1 milliard. Voyez-vous, ces problèmes peuvent être résolus avec les réglementations. On voit tout cela dans le secteur bancaire. On ne peut pas avoir ce manque d'équilibre et tout cela, lorsque cela arrive, les réglementations peuvent aider à gérer cette situation concernant les cryptos. En ce qui concerne les transferts mobiles, c'est là où nous avons fait des progrès substantiels en termes d'inclusion financière. Cela a été efficacement pris en compte par le transfert mobile. Pas en termes d'interopérabilité entre les trois sociétés de prestation de services de transfert mobile pour faire de transferts sur toute l'étendue du territoire. Mais interopérabilité dans le système bancaire, d'un compte bancaire à un porte-monnaie électronique. Voilà de cette inclusion que nous parlons. Et ceux qui sont loin des banques, qui n'ont jamais eu de compte bancaire, systématiquement peuvent avoir un compte bancaire compte tenu de ces arrangements d'interopérabilité qui ont été mis en place. Alors, comment est-ce que le transfert mobile est perçu au Ghana? Oui, je pense que c'est dans le contexte de la monnaie numérique. C'est déjà connu de la population, ils savent de quoi il s'agit. Oui, c'est de l'argent numérique et c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons noué des partenariats avec une société de technologie allemande et nous avons conçu ce que nous appelons le ECD. Il y avait eu un projet pilote dans les zones urbaines dans le pays et même dans les zones rurales. Et nous avons créé c'est CDBC, ça veut dire vous pouvez utiliser le système de banque commerciale pour avoir des comptes dans les banques centrales. Nous avons maintenu le rôle des banques commerciales dans le secteur financier. Le retour d'informations que nous avons eu, mais les gens sont très intéressés par rapport à ce produit. Ceux qui ont participé au projet pilote, eh bien, il y avait eu de l'argent qui était transféré à travers les cartes. Ils ont participé. Beaucoup d'entre eux ont déjà utilisé tout l'argent qui avait été transféré sur la carte. Et même, ils ont utilisé leurs propres sources
pour renflouer leurs caisses sur ces cartes pour les transactions. Le retour, c'est qu'il y a un climat de confiance pour ce qui est de la Banque centrale. Une fois que vous savez que le produit est soutenu par la Banque centrale, eh bien, on peut le faire en ligne. Et hors ligne, vous n'avez pas besoin d'électricité, même vous n'avez pas besoin de réseau de télécommunications. Et donc, c'est une révolution. Pas seulement dans les zones urbaines, mais également dans les contrées rurales. Le ECDBC Ghana, et cela s'est avéré performant. Il y a des accords commerciaux avec les partenaires technologiques. Nous sommes en train de discuter. Et maintenant, il y a ce problème majeur de macroéconomie dans le marché. En 2023, je pense que c'est mieux de le faire en temps de stabilité. On n'a pas cette stabilité maintenant. Nous allons voir, on attend de voir. Alors, allez-y. Sincèrement, par rapport à ce que mes collègues ont dit, la nécessité de réglementation, tout ce que je peux ajouter, nous, les banques centrales, en tant que régulateurs, nous sommes gestionnaires des économies. Et pour nous, au Rwanda, nous avons besoin de lancer des campagnes de ces transactions sans numéraire, parce qu'il y a plusieurs avantages à cela, en termes d'inclusion financière, le transfert de l'argent entre individus, mais fondamentalement, en ce qui concerne l'inclusion, l'augmentation des services, les prêts numériques, en jugé par le nombre de personnes qui ont accès aux prêts, à travers les canaux numériques, ça a plus que doublé par rapport aux canaux classiques. Il y a énormément d'avantages en ce qui concerne la numérisation de transactions financières. Alors nous sommes intéressés à promouvoir cela. Mais dans un environnement sain et sécurisé. S'il n'y a pas de sécurité, même les avantages seront perdus parce que on aura manqué ce climat de confiance. Nous devons rassurer la population, les utilisateurs, pour leur dire que ces canaux sont dignes de confiance. Et ça permettra de promouvoir l'inclusion financière. Eh bien, nous ne sommes pas exagérément prudents. Nous faisons ce que nous devons faire. Cela relève de notre responsabilité en tant que régulateur pour accompagner le changement. Il y a ce défi de maintenir également le renforcement de la compréhension de système que nous utilisons. Non, nous ne sommes pas toujours là et contre l'innovation, mais nous sommes intéressés à l'innovation, nous voulons le promouvoir, mais dans son environnement sécurisé. Merci. Docteur. Infiniment merci. Je voudrais renchérir. S'il y a une chose qu'on peut citer comme étant positive par rapport à la pandémie, c'est le transfert mobile. Dans notre cas, il y a eu moult progrès en termes d'inclusion financière. Et il me semble que nous maintenons cet élan. Comme les régulateurs l'ont dit, nous percevons ce phénomène de CBDC et nous ne sommes pas encore au niveau atteint par les autres. Mais l'avantage de suivre les autres, c'est-à-dire nous devons suivre de très proche ce que les autres font, ce que le Nigeria a fait. Nous voyons également, comme les collègues au Kenya, nous sommes en train d'assurer le suivi. Et donc nous ne sommes pas très loin derrière. Et nous pouvons même les atteindre. Mais qu'est-ce que nous voulons réaliser? Moi, je pense que ça fait partie de l'inclusion financière. Comme au Rwanda,
nous sommes en train de lancer une campagne de transactions sans cash. Nous encourageons les gens à utiliser le transfert mobile dans la mesure du possible. Et la réponse des acteurs est énorme. Et donc, ils ont adhéré à l'idée. Les banques également ont adhéré à l'idée. Alors, nous estimons que cela nous amène à notre objectif d'inclusion financière au fur et à mesure que nous suivons ce qui est fait ailleurs. Pour ce qui est les crypto-monnaies, nous sommes conscients, comme cela a déjà été dit, et je pense que les risques dépassent les avantages. Nous devons véritablement être prudents. Eh bien, nous avons donné des orientations à ceux qui veulent utiliser ces crypto-monnaies. Et s'ils veulent le faire, ils le font à leur risque et péril. Mais là encore, voyez-vous, en tant que régulateur, nous ne sommes pas très loin. Ce qui se passe en réalité dans la vie, même si nous n'étions pas là quand ils avaient commencé, ils nous disent « Mais vous étiez où ?» Mais devant le fait accompli, ils disent « Et vous, les régulateurs, où étiez-vous » Voyez-vous, on les a prévenus. Et ceux qui s'abonnent à ce programme de pyramide, eh bien, on vous l'avait dit. Mais il y a des limites à cela. En tant qu'institution publique, voyez-vous, vous devez le faire d'une manière pour faire porter le sérieux de message. Si nous poursuivons des personnes pour faire cela, et il y a même des personnes haut placées qui sont impliquées. On a constaté, l'éducation financière, c'est pour tout le monde. Nous pensons tous que nous qui sommes ici, nous n'avons pas besoin d'éducation financière. Mais au contraire, nous avons constaté, mais vous, demain, votre chèque n'est pas payé et vous commencez à aller voir. Et donc, on a vu cela arriver à des gens haut placés. Une fois qu'ils sortent des sentiers battus, même des officiels de gouvernement, des sommités de gouvernement. Mais permettez que je dise ceci. Je crois que les collègues que l'on dit, vous avez posé la question de savoir, est-ce que nous avons suffisamment de marge de manœuvre? En juger par votre question, est-ce que nous faisons? Je pense que on se focalise plus sur les politiques monétaires. Est-ce que ça peut faire? Mais véritablement, s'il faut avancer, comme Carlos l'a dit, la croissance, elle est très faible dans nos pays. Je vais donner en chiffres, en termes de problèmes que nous avons. Nous travaillons pour les autres. Dans notre cas, avant le défaut, 90% de nos revenus collectés, mais c'est pour les services de la dette. Maintenant, pour ce qui est les fonctionnaires, ça veut dire que nous devons prêter pour payer les fonctionnaires. Mais ce n'est pas soutenable, parce que nous sommes en train de sous-traiter le développement. Avec l'arrangement actuel que nous avons, le gouvernement a pris des mesures sérieuses. Et c'est ce qui nous profite avec la position que nous avons en termes de politique monétaire. Et donc, l'avantage de ces politiques extrêmement importantes. Et donc, demander à ce qu'une seule personne solve tous les problèmes. La stabilité financière est un facteur majeur pour la croissance. La stabilité des prix est également un facteur de croissance. Et donc, nous jouons déjà ce rôle. Mais il faudrait que les autres viennent mettre la main à la pâte également. Especially with regard to the question around crypto. Maintenant, pour les questions des uns et des autres, on va vous donner la parole pour les questions de crypto. Mamadou Touré était panéliste, donc donnez-moi vos commentaires. Merci d'abord. Je crois que c'est excellent
Je vais dire que j'étais très honoré d'entendre ce que vous avez dit en termes de la position des banques centrales et de ce qui est de la position des banques centrales africaines, qui ne sont pas très alignées avec les banques centrales du monde. Mais si je peux résumer un tantini ce que vous avez dit, changer les conditions de marché, généralement, ça dépend si la Chine est en condition de financer l'Afrique ou pas. Avoir une marge de manœuvre signifie qu'on a des fonds limités ou bien des taux compliqués. Et ça signifie qu'on arrive à avoir une bonne marge de manœuvre. Et également le déficit du commerce. Et ce que cela me donne, c'est le concept de fracteur. Vous savez ce que c'est? En réalité, ce que vous traversez, c'est la même chose que les PME traversent avec les banques. Vous savez, les conditions de marché, les variables qui changent, mais ils n'ont pas beaucoup de banques à qui s'adresser. Vous savez, il y a des banques très limitées auxquelles on peut faire appel. Maintenant, la question de revenu fiscal et les pays qui ont un revenu faible pour ce qui est du PIB, il y a également un déficit en matière de commerce. Alors, ma question, ou plutôt mon commentaire, c'est que ceci est lié au fait que les finances sont centralisées, oui ou non? Alors, maintenant, si vous voyez les succès culturels historiques des finances en Afrique, c'est basé sur les finances centralisées comme les tontines, les sous-sous et les Stokvel dans d'autres pays. Alors, ces modèles de financement viennent du fait que vous dépendez du collectif. Et quand vous parlez généralement par rapport aux monnaies numériques, je crois qu'il faudrait bien faire attention et faire la distinction entre les actifs numériques et les monnaies électroniques. Est-ce que vous avez entendu parler du Wakanda, s'il vous plaît? Probablement oui, j'espère que oui d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ça parle du vibranium. Vous savez, c'est un minéraux très spécial qui donne de la puissance. Il y a un message subliminal qui s'en dégage. Nous sommes assis littéralement sur le vibranium et nous partons chercher de l'argent. Il y a un problème. Alors, le contexte numérique que vous discréditez, c'est la technologie qui nous permet en ce jour de valoriser les actifs sur le terrain. J'ai été à une banque centrale aussi. J'ai plusieurs de mes collègues ici. Vous savez, en prenant le contexte de la RDC, permettez-moi de terminer. En prenant les ressources de la RDC qui sont à plus de 3 milliards de dollars pour ce qui est de son sous-sol. Peut-être si on essaie de capitaliser cela, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour chercher des fonds parce que avec garantie, vous pouvez utiliser votre monnaie et votre économie locale pour participer via l'économie numérique. Donc votre question, c'est de savoir si on peut procéder à une tokenisation. Oui. Pourquoi est-ce que, dans le but d'éviter cette pauvreté, commencer à tokeniser les actifs que nous avons afin d'avoir avoir nous-mêmes détenir les actifs que nous avons. Alors, pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas FinTech et Banque mondiale pour tirer profit de ceci? Merci, on a compris. Alors, qui veut répondre? Parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. Quelqu'un peut répondre à une question? Celui du Wakanda. Désolé, j'ai pas entendu de question du tout. Ne me faites pas me répéter, s'il vous plaît. Une question directe, s'il vous plaît. Bon, en fait, pourquoi les banques centrales et les régulateurs n'embrassent pas la technologie de la même manière que cela fait avec M-Pesa il y a 15 ans? De combattre la nouvelle technologie, il faut pouvoir l'embrasser et tirer profit de ce que l'Afrique a de meilleur.
par rapport à l'infrastructure et tirer profit de l'innovation, de la créativité, au lieu de les frustrer. Cela nous permet de valoriser nos actifs et créer des richesses. Maintenant, j'ai entendu une question. Je vous connais depuis 10 ans, donc je sais comment vous fonctionnez. Ok, je crois que les banques centrales et les gouverneurs vont répondre de manière plus détaillée, plus que moi. Mais je pense qu'il n'y a aucun doute que les banques centrales africaines ont embrassé la technologie. Je n'ai aucun doute sur cette question. On ne doit pas oublier que l'Afrique est le leader pour ce qui est de la banque mobile. Et les transactions sur le continent, c'est plus que la moitié des transactions du monde. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas embrassé la technologie. Maintenant, il y a une différence entre embrasser la technologie et avoir une vision pour ce qui est de la réglementation, pour créer un environnement sûr pour ce qui est de la crypto-monnaie. Parce qu'il n'y a rien d'un point de vue technologique que les cryptos offrent, que les autres formes de numérisation n'ont pas déjà offert ou n'offrent déjà. La seule différence, à mon humble avis, c'est qu'ils n'ont pas de réglementation. C'est la différence. Et c'est ça l'attraction d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec les technologies, à mon humble avis. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lopez. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faudrait qu'on ait un peu plus de célérité. Quelqu'un veut répondre? Je sais qu'on aura cette conversation plus tard, Mamadou, mais pour conclure très rapidement, en 30 secondes. On est là depuis 2 jours. On a échangé sur plusieurs sujets par rapport à comment avoir des bourses et nous financer entre nous. Maintenant, quand on va se rencontrer l'année prochaine, qu'attendez-vous d'AFIS? On commence par vous. 30 secondes. Je crois que ceci est très important en matière d'échange de points de vue que nous avons. J'aimerais, lorsqu'on va se rencontrer la prochaine fois, qu'il y ait un progrès, qu'on ait progressé de là où nous sommes en matière de bourse et comment on l'utilise pour financer nos propres marchés. La clarté sur les questions par rapport au cadre commun qui nous permet d'avancer pour que les uns et les autres puissent avoir ce dont ils ont besoin. Et cette question de transfert mobile, je crois qu'on aura plus de clarté par rapport à là où nous allons. Je crois que on aura plus d'informations lorsqu'on va se rencontrer la prochaine fois pour envisager le progrès. Gouverneur, pour AFIS 2023, qu'en pensez-vous? Je crois qu'on a eu 2 jours très productifs, des discussions très intéressantes entre nous, les régulateurs, le secteur privé, les fintechs, etc. On a beaucoup discuté par rapport aux cryptos et cet échange me montre que ce qu'on fait est sain. Le collègue est en train de dire quand même que nous ne sommes pas sur la bonne voie. J'espère que la prochaine fois qu'on viendra, on va parler le même langage, on sera sur la même page. Je crois que c'est très important pour qu'on puisse comprendre le besoin de voir les choses de la même manière. Parce que ce n'est pas eux contre nous, c'est nous ensemble cherchant à trouver des solutions pour un développement durable de notre continent. Merci, gouverneur Kassigou-Brou. L'année prochaine, si Dieu le veut, qu'on se retrouve, je pense que je souhaite qu'on soit au-delà des questions qui nous ont mobilisés, par exemple l'inflation, qui est un phénomène évidemment qui a des coûts, qu'on soit au-delà de ça, qu'il soit terminé et qu'on puisse focaliser nos discussions sur les questions de financement de nos économies, qu'on puisse focaliser nos discussions et nos échanges sur l'inclusion, notamment comment faire en sorte que
au-delà des banques, les autres secteurs comme la microfinance, les établissements de monnaie électronique participent plus activement à l'activité financière, à l'intermédiation financière, et que nous puissions effectivement voir les progrès qu'on a eus en matière d'inclusion financière et en matière de digitalisation. Je crois que pour moi, ces points-là seront des sources de satisfaction parce qu'on aura avancé d'une situation à une autre. Et je voudrais rassurer notre ami, on ne combat surtout pas les fintechs. Nous avons un cadre, un comité où on échange avec les fintechs dans notre espace ici à la CEDEAO. Et c'est ça qui nous permet d'avancer, de comprendre un peu les préoccupations des uns et des autres et qui nous permet donc d'adapter la réglementation qu'on met en place pour justement permettre que les activités se développent. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les activités se développent pour leurs bénéfices et pour les bénéfices des consommateurs. Merci. Je pense que ce sommet nous a permis des échanges francs et avec des niveaux d'information assez élevés qui ont permis d'approfondir les dilemmes que nous faisons face dans une année qui est particulière et qui probablement va se prolonger l'année prochaine. On aura beaucoup de défis l'année prochaine, mais comme les gouverneurs l'ont si bien dit, nous avons déjà un canevas de questions qui ont besoin de solutions et quelques-unes des solutions qui sont à la portée de tous. Donc probablement l'année prochaine, on pourra approfondir la mise en exécution de certaines des idées qui ont été propagées pendant nos discussions de ces 2 derniers jours. Éventuellement, trouver une solution à certaines divergences qui sont nécessaires pour pouvoir améliorer la qualité des prestations, des services, de la régulation. Et finalement, attendre, comme l'a bien dit le gouverneur Cassibrou, que l'année prochaine, on n'ait pas autant de difficultés dans l'environnement externe pour nous permettre d'une façon plus paisible d'améliorer la qualité, n'est-ce pas, de cette industrie qui est indispensable et qui est créatrice de tellement de valeur dans les économies africaines. Merci, Monsieur Lopez. On va poser la question aussi. On va s'arrêter là. Effectivement, le temps nous fait défaut. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Lopez, Monsieur Brou, Monsieur, je ne vais pas écorcher votre nom, Wangwangwa, et enfin Monsieur Kaliala. Thank you so much for attending this last panel. Merci d'être venu, d'être dans ce panel. Je remercie également mon frère Ama qui m'a sauvé. En fin de compte,